Bonsoir à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous dans le cadre de cette édition d'information sur Equinox Télévision. À la une de ce journal, les malades de la lèpre sont toujours stigmatisés au Cameroun. Ceux de la léproserie de Dibamba crient au secours abandonnés par leurs familles respectives mais également par les pouvoirs publics. Leurs enfants sont à la maison. Ils ne partent pas à l'école faute de moyens financiers. Enfin, la situation reste préoccupante à la frontière entre le Cameroun et à la Haye, la RCA. De nombreux réfugiés centrafricains continuent d'affluer à Kenzhou malgré les changements survenus à la tête du pouvoir de Bangui. Alors, la présidente par intérimaire de la République centrafricaine sera-t-elle à même de ramener la paix dans ce pays? Je vous donne rendez-vous en deuxième partie de ce journal avec notre invité. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons ce journal par ce cri de détresse lancé par les malades de la lèpre qui sont à la léproserie de Dibamba, à la sortie est de la ville de Douala. Ceux-ci se disent être abandonnés par leurs familles respectives et attendent toujours un appui des pouvoirs publics. Le reportage de Georges Mitterrand et Ike Cyril. Située à 3 km de Yassa, à l'entrée est de la ville de Douala, la léproserie de la Dibamba accueille des victimes de la lèpre. La maladie avait été déclarée éradiquée au Cameroun, mais à Dibamba, on continue d'enregistrer des cas. Comme je suis arrivé ici, j'avais trouvé la sœur Madame et M. Pierre-Paul qui est mort. C'était mon pris, amené au labo. Labo, ils m'ont dépisté la lèpre. Les 2 pieds, j'étais malade. Alors, j'étais pas mal. Ils me traitaient très bien. Je ne payais pas le pansement, rien. Ils me donnaient un peu à quoi manger. J'étais isolé, que personne n'était pas à côté de moi. C'est la congrégation des sœurs carmélites missionnaires qui prend en charge les lépreux qui viennent ici. Les familles ont disparu, abandonnant leurs malades dans un état d'indigence. Nous avons ici des messieurs qui ça fait plus de 50 ans qu'ils sont là. Et jamais nous n'avons pas connu personne de la famille qui vient les visiter. Cela nous est arrivé aussi de trouver des cas comme ça, que personne ne venait pas les visiter. Et au moment que le malade a décédé, à ce moment-là, c'est la famille qui est apparue. Les victimes de la lèpre sont encore stigmatisées au Cameroun. Alors que les regards restent tournés vers les pouvoirs publics, seuls quelques bienfaiteurs volent le secours des pensionnaires de la léproserie de la Dibamba. Ici, nous n'avons pas aucune subvention. Il y a des groupes ici à Douala qui viennent de temps à autre visiter les malades et partager avec eux surtout de la nourriture. Non, l'État, franchement, on n'a rien reçu. Depuis que je suis là et depuis que nous sommes ici, de l'État directement, on n'a pas reçu rien. Contrairement à ce qui est annoncé, la lèpre n'a pas encore totalement disparu au Cameroun. Cette chapelle, dans l'enceinte de la léproserie de la Dibamba, accueille très souvent des lépreux qui viennent confier leur sort entre les mains de Dieu. Eh bien, notons à la suite de ce reportage de Ike Cyril que les enfants de ces malades et même anciens malades de la lèpre sont des victimes puisqu'ils ne vont pas à l'école faute de moyens de leurs parents. Retrouvons une fois de plus Mitterrand et Ike Cyril. Difficile d'avoir été lépreux au Cameroun. La vie après cette maladie est un véritable calvaire. La grande difficulté que nous trouvons ici, c'est le manque d'eau. Parce qu'avant qu'il y ait des grandes agglomérations, nous nous rendions dans des sources d'eau qui sont ravitaillées par le fleuve. Seulement, elle est vivable, on ne peut pas la consommer, on ne peut non plus se laver dedans. Les subventions que nous recevons du gouvernement ont cessé depuis près de 20 ans. Parce que je suis arrivé ici en 1985. C'était les dernières années où il y avait les subventions. Et après, c'était fini. La réinsertion sociale des anciens lépreux pose donc problème. Dans le village d'Ibamba, à l'entrée de la ville de Douala, les fils de lépreux sont contraints de parcourir des kilomètres pour aller à l'école. Il y a une seule école primaire ici. Là. De toutes les écoles, quand on peut faire quelques économies, les écoles sont à 4-5 kilomètres. D'où le matin, les enfants doivent se lever ici à 5 heures pour ceux qui sont capables de marcher à pied pour se rendre à l'école. Abandonnés à leur propre sort,
Quelques anciens lépreux de la Dibamba n'ont pas trouvé mieux que la vigne pour subvenir à leurs besoins. Ce que vous êtes en train de voir faire là, je suis obligé de faire un peu dans les vignes des palmes pour essayer de m'en sortir, pour joindre les deux bouts. Ce que moi j'ai fait là, c'est la vannerie. Hein? Je suis ici depuis 60. Dibamba, à l'entrée est de la ville de Douala, accueille quelques anciens malades de la lèpre. Même guéris de la maladie, ces derniers continuent de subir les vicissitudes de la vie. Dibamba n'offrant pas les conditions d'une réinsertion sociale acceptable. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, 352 cas de lèpre ont été donc détectés au Cameroun en 2013. La situation demeure préoccupante au niveau de la frontière entre le Cameroun et la RCA, plus précisément à Kenzhou, où, malgré les changements survenus à la tête de l'État centrafricain, de nombreux réfugiés continuent d'affluer dans cette partie du Cameroun. L'on note que ce sont les musulmans camerounais qui fuient les chrétiens dans la ville centrafricaine de Bar Berati. Les précisions avec Benjamin Issa. Eh bien, toutes nos excuses pour la qualité de cet élément de Benjamin Issam qui relatait un peu la vie au niveau de la frontière entre la RCA et le Cameroun, plus précisément à Kenzhou. L'on note qu'il y a toujours de nombreux réfugiés qui affluent du côté de Kenzhou venant de la République centrafricaine, fuyant ainsi les exactions et même les violences qui ont toujours cours dans ce pays. Je vous donne rendez-vous en deuxième partie de ce journal. Nous allons parler des mesures ou alors des moyens dont dispose Catherine Samba-Panza, qui est la nouvelle présidente de cet État. La vie reprend son cours normal à Bertoua, dans la région de l'Est. Des actes de violence suite à la rumeur du décès d'un conducteur de mototaxi ont donc failli mettre la capitale de la région de l'Est Cameroun à feu et à sang. Le reportage de Benjamin Issam. Eh bien, nous n'aurons pas ces éléments de Benjamin Issam, ça sera certainement au cours de nos prochaines éditions. Et en politique, crise centrafricaine, justement, le Social Democratic Front condamne la diplomatie du silence prônée par le régime Biya. Le parti de John Frundi a tenu sa toute première session du comité exécutif du NEC de 2014, c'était à Bamenda. Contrairement à certaines opinions, la question de l'entrée du parti de la balance au pouvoir, au gouvernement camerounais n'a pas été mentionné. Les précisions avec Joseph Fénelon Maopsen. La question ne figurait pas dans l'agenda de la rencontre du NEC à Bamenda. Contrairement à une certaine opinion, l'éventuelle entrée du SDF dans le prochain gouvernement camerounais n'a pas été évoquée au cours des assises de Ntarinkon. La constitution du gouvernement camerounais qui est attendue n'était pas à l'ordre du jour. Ça n'a fait l'objet d'aucun commentaire. Ça n'a même pas fait l'objet d'un commencement de discussion. Pour autant, dans l'attente d'un remaniement ministériel, la question préoccupe-t-elle le parti de la balance? Ce n'est pas une question qui préoccupe le SDF. Abel Elimbilobé, membre du comité exécutif national, reste très peu précis sur le supposé appel de pied fait au SDF par le régime de Yaoundé. Le SDF peut avoir été contacté ou peut ne pas avoir été contacté, peu importe. Que si le SDF est contacté, il va s'asseoir sur la table de discussion, il va poser ses conditions, et si ces conditions sont acceptées, eh bien, le SDF est fait pour gouverner, il apportera sa contribution à la gouvernance du Cameroun. Si la question de l'entrée dans le prochain gouvernement du parti de John Frundi n'a pas été débattue au cours du conclave de Bamenda, le processus électoral camerounais, notamment les scrutins de l'année dernière, ont été évoqués. Le parti rassure qu'il poursuit le combat pour des élections libres et transparentes en exigeant un bulletin unique de vote. Eh bien, toujours en rapport à cette réunion du NEC à Bamenda, je propose à présent de suivre ces explications d'Abel Elibilobé. Il est membre du NEC et il revient notamment sur cette question de l'entrée ou pas du Social Democratic Front au prochain gouvernement au Cameroun. Il est au micro de Fénelon Maopsen. Le NEC a également évoqué sur le plan
internationale les questions liées à la Centrafrique, avec ceci que nous avons constaté, la perte du leadership du Cameroun, due à une diplomatie en hibernation que certains ont voulu nous présenter comme une diplomatie de sagesse, etc. Mais nous voyons maintenant que c'est le Tchad qui décide des affaires de l'Afrique centrale et qui en particulier a cru bon de faire démissionner un chef d'État à partir du territoire tchadien, etc., etc. Par rapport à la question centrafricaine, le NEC a été très clair. Le NEC a déploré le fait que une expérience démocratique qui a commencé avec l'élection de Ange Félix Patassé au scrutin universel direct, transparent, que tout le monde a salué, n'ait pas été soutenue. Et que lors du renversement du président Patassé par Bozizé, qui semble être le chouchou du gouvernement camerounais de ces jours, dont on ne comprend pas l'affinité. En santé, l'évacuation sanitaire des patients relèvera désormais du passé à l'hôpital général de Douala. Cette institution hospitalière vient d'acquérir une unité d'imagerie par résonance magnétique, un équipement qui permet de détecter le moindre mal dans l'organisme humain. Une simulation a d'ailleurs eu lieu ce jour à Douala. Les précisions avec Jean Junimpek et Flavien Valondongo. L'évacuation sanitaire des malades du Cameroun vers les pays développés a toujours été un véritable handicap pour des familles à faible revenu. Avec l'évolution de la technologie, l'hôpital général de Douala entend remédier à la situation à travers l'acquisition d'une unité d'imagerie par résonance magnétique. Contrairement à la radiologie classique qui utilise les rayons X comme les scanners, sa sensibilité, sa résolution, sa caractérisation tissulaire sont suffisamment pointues pour qu'on puisse détecter parfois des tumeurs de moins d'1 centimètre. Jusqu'à un passé très récent, on était obligé d'évacuer des patients. Cet appareil, dont l'utilisation a été démontrée à Douala, vient ainsi améliorer le plateau technique de cet hôpital de référence, parfois contesté par les patients à cause du mauvais accueil. Je crois que vous vous trompez. Vous verrez qu'à l'hôpital général de Douala, on est mieux accueillis. Cet instrument de haute facture est le fruit d'un partenariat public-privé noué par l'entremise d'une société de la place et dont les performances ne sont plus à démontrer. Pour son représentant, les problèmes techniques ne seront qu'un vain mot. La garantie est simple, nous sommes propriétaires de l'équipement. Donc il peut pas, la garantie c'est déjà nous-mêmes, puisque l'équipement n'est pas payé. Son amortissement comptable est sur 5 ans, la durée de vie peut aller sur une dizaine d'années selon l'utilisation du client. Les différents patients qui sollicitent les services de l'hôpital général de Douala seront épargnés désormais des évacuations sanitaires. Le personnel est très bien formé et avant même l'installation de l'appareil, on reste un hôpital. On ne va pas refuser de soigner les gens qui ont une indication d'IRM parce qu'ils n'ont pas 275 000 francs ou 350 000 francs. Il y a une certaine souplesse. En tout cas, la santé n'a pas de prix, a-t-on souvent coutume de dire. Nouveau au matériel à l'hôpital général de Douala, cambriolage à l'hôpital des districts de la Cité des Palmiers où des ballots de moustiquaires imprégnés ont été emportés par des présumés voleurs. Les précisions avec Nadine Yambou. Ces 4 présumés malfrats sont présentés comme ceux qui auraient cambriolé l'hôpital du district de la Cité des Palmiers dans la nuit du 22 au 23 janvier dernier. Dans le Gant, un employé de l'hôpital, le nommé Ekobe Nambala, qui a servi de guide à ses complices. Ils ont été pris la main dans le sac en train de voler des moustiquaires imprégnés par les éléments de la brigade de gendarmerie de Dogbon. Nous avons constaté donc qu'il y avait un mouvement qui s'est passé. J'étais avec mon VO, nous avons garé la voiture loin de là et on a progressé à pied. C'est comme ça qu'on a vu le premier ballon qui sort de barrière, sort hors de barrière. Et on jette et l'autre ramasse. Ce n'est qu'au lendemain que la directrice de l'hôpital est informée du coup de vol. C'est petit matin de la brigade de Dogbon de saisie, faisant savoir qu'il y a eu un coup de vol dans nos lieux et qu'eux, ils ont appréhendé un groupe de malfrats dans la nuit. À l'ouverture de nos magasins, on a constaté que le premier magasin du haut était vraiment vide. Selon les responsables de l'hôpital, près d'une vingtaine de ballots de moustiquaires imprégnés auraient disparu. Alors quand nous avons fait donc l'état de notre magasin, nous avons constaté que sur les 120 ballots entreposés au magasin numéro 2, il n'en restait que 96. Donc il a donc lieu à
district 24 ans. Ce n'est pas la première fois que cet hôpital reçoit la visite des hors-la-loi. Je vous précise bien qu'il y a cela 6 mois que l'hôpital toujours a été victime de vols aggravés, des moustiquaires imprégnés, que vous-même, comme moi, vous savez, et ça a causé des problèmes aux responsables. L'enquête ouverte par la brigade de gendarmerie de Dogbon permettra d'en savoir un peu plus. La suite du 20h, c'est avec ce drame survenu au quartier Lassak à Bafang. Nous sommes là dans la région, dans le département du Onkam, région de l'Ouest Cameroun. Un jeune homme âgé de 24 ans s'est donné la mort par pendaison. Pour en savoir un peu plus sur ce qui passe pour être un suicide, voici le récit d'Andinganyou et Nadine Yambou. La famille d'Angilbert Yuale Rwandeux, ici au quartier Losak à Bafang, cherche encore à comprendre les raisons qui ont poussé leur enfant âgé de 24 ans à se donner la mort pendu au bout d'une corde. Selon les témoignages de sa maman, que voici, son fils lui a fait la confidence d'en avoir marre de vivre. Depuis la découverte du corps dans ce champ où il a passé près d'une semaine, la famille est sous le choc. Ses enfants sont les derniers à avoir vu Angilbert Walleux les dernières minutes de sa vie. Quand maman nous a envoyé pour chercher les noix pour faire ça au feu, quand nous rentrons déjà, nous avons vu, il était en train de monter la colline. Quand il montait la colline, nous nous sommes baissés. Et quand nous sommes levés, on a vu sa mère qui venait en pleurant. Quand nous nous sommes tournés, on a vu ses pieds. On se disait qu'il a grimpé sur l'arbre. Maintenant, on a vu la corde. Donc, on a su qu'il s'est pendu. Alertés, les membres de la famille ont recueilli le corps pour être inhumé selon les rites traditionnels. Habitat social au Cameroun, le ministère de l'Habitat se fixe comme objectif ambitieux en 2014 celui de l'embellissement des différentes grandes métropoles. Ceci à travers le lancement dans quelques jours de plusieurs projets. Les précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Ganson. Au ministère de l'Habitat et du Développement urbain, le défi suprême à relever reste celui de l'habitat social. L'accès à un logement décent et à moindre coût constitue jusqu'ici un gros caillou dans la chaussure du gouvernement. Nous devons, au cours de l'année 2014, intensifier la commercialisation des premiers 1675 logements et les rendre habitables à Olembe, Yaoundé et à Banga Bakoko à Douala. À Douala, nous avons 800 logements qui vont être construits, l'ex-cité des douanes, qui s'appellera maintenant Cité du Cinquantenaire. Il y aura également 800 logements à Yaoundé, à la vallée de Djungolo, appelée également Cité des Cinquantenaires. Nous avons 120 logements à Ebolova, cité municipale, et 100 logements à Meyomsala. Finaliser la mise en œuvre d'un fonds spécial pour l'habitat qui va nous permettre, n'est-ce pas, de lancer dans les bases de cette nouvelle politique de l'habitat. Autre défi à relever, l'embellissement de nos villes. Il est question d'améliorer le cadre et les conditions de vie des populations. Nous devons lancer et réaliser les travaux de l'autoroute Yaoundé, aéroport de Simalène, le tronçon Ras-Campagne, d'une longueur de 10 km 8 qui sont déjà attribués. Et le deuxième tronçon est le tronçon urbain qui va se réaliser, mais nous sommes encore en phase d'attribution des marchés. Nous devons continuer à embellir les quartiers. Un travail exaltant auquel le MINDU entend associer les collectivités territoriales décentralisées. Aider les magistrats municipaux à mieux planifier la ville. Donc, nous allons continuer à leur apporter notre soutien matériel, financier et d'expertise pour l'élaboration des plans d'urbanisme directeurs. Autant de chantiers qui ne laissent pas un temps de répit au personnel du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Aussi, Jean-Claude Mbouenchou les a-t-il invités à faire preuve d'engagement et de ferveur patriotique afin que les résultats escomptés soient atteints.
Restons dans le registre social pour parler cette fois de l'adduction en eau et en électricité au Cameroun. Pour noter que la moitié des projets annoncés dans ces secteurs en 2014 n'a pas été réalisée. Et pourtant, de nombreuses promesses allant dans ce sens ont été faites par le ministère des Mines. Les précisions avec Élisée Mbogba et Yannick Bazoua. Mettre en place de nouveaux projets en liaison avec les partenaires au développement. Au cours de son traditionnel discours de présentation de vœux de 2013, Basile Atanganakuna s'était officiellement engagé à améliorer l'accès des populations à l'eau potable, tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Malheureusement, force est de constater que cet engagement n'a pas été respecté. La preuve, les populations parcourent encore et encore de nombreux kilomètres à la recherche du précieux liquide. Il en est de même du secteur de l'électricité. Malgré les promesses faites en 2013, le Cameroun reste toujours plongé dans l'eau noire. La preuve, certaines entreprises de la capitale politique ont connu une cessation d'activité durant cette journée du 27 janvier 2014 du fait d'une coupure d'électricité. Or, au cours de cette année 2014, le ministre de l'eau et de l'énergie a encore redémarré sa limousine de promesses tant dans le domaine de l'énergie électrique. Un point d'honneur sera mis sur l'extension de la phase pilote de 100 MW du projet de construction de parcs photovoltaïques d'une capacité de 500 MW à travers l'étendue du territoire national. La réalisation de la deuxième phase du projet d'électrification de 1000 localités. De l'eau et de l'assainissement. La poursuite de la construction et de l'extension de la station de traitement d'eau de Yato à Douala dans sa deuxième phase. La poursuite de la construction d'infrastructures d'eau potable et d'assainissement en milieu rural, notamment la construction et la réhabilitation de 80 réseaux d'AEP dans les régions du nord-ouest, de l'ouest, du sud-ouest et du sud. La poursuite de la réhabilitation d'AEP de Yaoundé et d'Akomiada en Bagmayo. De promesse en promesse, mais sans grande réalisation. Un fait concret du cri de détresse lancé par le président de la République au cours de son traditionnel discours du 31 décembre 2013. Rebondissement dans l'affaire du trafic des organes humains à l'hôpital La Kentini de Douala. Eh bien, le croque-mort qui avait dénoncé ces pratiques a été placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Newbel. Il est accusé de profanation de corps. Grand étonnement donc pour le morguier qui avait donc fait le grand déballage en 2012. Flore Amko-Bensi. Pharaon Ngok est le croque-mort qui a mis à nu en 2012 le trafic des organes humains à l'hôpital La Kentini de Douala. Il est depuis vendredi dernier en détention préventive à la prison centrale de Newbel. Convoqué au tribunal de première instance de Bonanjo comme témoin dans l'affaire de manipulation du corps de Franck-Fridolin Guegan, Pharaon a été placé sous mandat de dépôt au pénitencier de Newbel. Il s'agit bien du morguier qui avait écumé les plateaux de télévision auprès de cette famille qui a porté plainte pour dénoncer des manipulations sur le corps de leur fils. La dame revient donc à l'hôpital à une heure tardive et me fait comprendre que bon, si vous pouvez accepter que je vous donne une somme de 50 000, vous me donnez ne serait-ce que les ongles, la chevelure du derrière et les ongles des orteils et la chevelure du sexe. Quitte à moi de répondre à la dame, je venais de perdre ma maman. Je ne fais pas ce genre de trafic. La famille de l'étudiant, éplorée depuis le 27 août 2012, attend toujours que soient punis ceux qui ont éventré le corps de leur frère et fils. Adeline, la sœur du défunt, s'activait à l'époque aux côtés de Pharaon Ngok pour dénoncer la situation. À la veille de la levée du corps, elle se rend à la Kentini. Ma cousine se rend à la Kentini. Elle arrive à la Kentini, elle trouve monsieur le Pharaon. Elle dit à Pharaon qu'elle vit en Europe. Elle a appris que son cousin est décédé. Et elle est venue à la maison nous donner une somme de 400 000 francs. Et on a refusé. Nous sommes en train de l'accuser, faire du bruit. Le croque-mort soulignait surtout que la manipulation des corps était un phénomène récurrent à la morgue de l'hôpital La Kentini de Douala. Un jeune garçon de 17 ans, c'est ce corps-là qu'on sort de la chambre froide.
pas qu'on m'a dit, j'ai vécu la scène dans la salle d'autopsie. La dame était en train de s'amouracher avec le corps. Nous avions fait les rapports, j'ai ça à la maison, je ne peux pas vous mentir. J'ai déjà attrapé Cécile, qui m'a compris. On dit c'est le fou, mettez-vous de côté pour camoufler. Je vous dis, il y a une véritable mafia, c'est moi qui dénonce ça, je n'ai pas peur. Des dénonciations qui avaient amené le ministre de la Santé publique à licencier des croque-morts à la morgue de l'hôpital Akintini de Douala, parmi lesquels Pharaon Ngok. Revenons à présent sur cette ambiance assez particulière qui prévaut à Kenzhou, c'est la localité frontalière entre le Cameroun et la RCA, où de nombreux Centrafricains, des réfugiés, affluent dans cette localité fuyant la guerre dans ce pays malgré les changements survenus à la tête du pouvoir de Bangui. Les précisions avec Benjamin Essa. Kenzhou, ville frontalière avec la République centrafricaine. Nous sommes dans le département de la Kadey. L'ambiance dans les rues rend à peine compte du quotidien à la frontière, à une dizaine de kilomètres sur la route qui mène au pays de François Bozizé. Notre tourisme n'ira pas plus loin, et pour cause. La frontière est sous haute sécurité, les forces d'élite veillent au grain. Même une mouche ne peut les distraire. Sur le pont, le regard perdu dans les eaux du fleuve, nos forces veillent sur la dernière borne camerounaise. Mais l'ambiance à quelques encablures de là est bruyante. Par centaines, des musulmans camerounais arrivent de Berbérati, une ville d'affaires centrafricaine. Vraiment merci le Cameroun. Et ouvrir-nous les routes de venir rentrer, de trouver la paix. Après, comme le paix est revenu, on peut rentrer. Mais maintenant, chez nous, là-bas, ça ne va pas. Avec les machettes, avec les fusils, avec tout ça là, vraiment, ce qu'on a vu, on peut parler, on est au courir. Brandir simplement sa nationalité ne suffit pas. Il faut se soumettre à un contrôle strict. Les autorités camerounaises y veillent. Donc nous procédons à la fouille des bagages, systématique des bagages. Les personnes, on les palpe, les camions, l'intérieur, l'extérieur, partout, les coffres, à dents, pour éviter qu'ils viennent ici avec des armes. Du fait de la restriction du trafic entre les deux pays, la ville de Kenzhou tourne au ralenti. Même les recettes douanières ont pris un sérieux coup. Malgré la présence des forces de défense, Kenzhou ne dort pas de ses deux yeux. Nous résistons face à cette peur, mais qu'à cela ne tienne, le doute reste, le doute plane, parce que sporadiquement, il y a encore des coups de feu. On ne sait qui tire, c'est soit les rebelles, soit les éléments de l'armée camerounaise. Nous, les populations civiles, nous restons dans ce doute. Nous espérons que très bientôt la situation va se rétablir puisqu'on parle d'une éventuelle élection centrafricaine. La suite de cette édition d'information, c'est avec cette information à caractère publicitaire, contrat de confiance renouvelé entre Comissi et sa clientèle. Le nouveau pacte a été scellé au cours de la cérémonie de lancement officiel des activités pour l'année 2014. Cérémonie qui a eu lieu à l'agence rénovée de Comissi au quartier Dakar à Douala. Reportage. Un champagne pour célébrer la nouvelle année à Comissi. La compagnie équatoriale pour l'épargne et le crédit d'investissement met les petits plats dans les grands pour marquer le passage à 2014. L'événement se célèbre à l'agence Comissi de Madagascar à Douala, une agence complètement retapée, rénovée. Dans cette agence qui affiche fière allure, le personnel est plus que jamais rompu à la tâche et les clients sont aux petits soins. Nous avons relooké l'agence. Je profite donc de l'occasion pour adresser mes vœux les meilleurs à tous les clients Comissi en général et Comissi Madagascar en particulier. Grâce au dynamisme de son personnel et à l'adhésion au projet de ses clients, Comissi a été élu meilleur partenaire financier en 2013 par le Club Afrique Émergence. Comissi est classé 3e établissement de microfinance au Cameroun par le ministère des Finances. Les clients, invités d'honneur de la cérémonie de lancement des activités 2014, saluent ses prouesses et renouvellent leur confiance à Comissi. Comissi, c'est une banque sûre.
j'étais dans d'autres banques. J'ai démissionné pour rejoindre Comessi. C'est grâce à Comessi que je fais mes activités. J'ai grandi avec Comessi. Je fais confiance à Comessi. Parce que sans Comessi, je ne suis rien. C'est Comessi qui m'a mis en haut. La réaction du directeur général, après cette marque de confiance de la clientèle, sonne comme une confirmation, pour ceux qui en doutaient, du partenariat qui lie Comessi et ses clients. Les clients Comessi, comme vous l'avez dû le remarquer, sont fidèles à leur structure. Vous avez vu que même au moment où des esprits malveillants tentaient de vouloir saboter inutilement et gratuitement la Comessi, la clientèle de Comessi s'est levée, a fait barrage. Vous avez suivi leur témoignage tout à l'heure dans la salle. Dans notre clientèle, nous allons faire de plus en plus des efforts pour les encadrer et même encadrer ceux qui ne sont pas encore clients chez nous à l'heure actuelle. Donc nous sommes là à leur disposition. Les pouvoirs publics nous ont donné pour mission d'encadrer les populations camerounaises à la base. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. Nous allons davantage avec le soutien quotidien du ministre des Finances, de son Excellence, le Président de la République. Nous allons davantage assumer cette mission-là qui nous est confiée. Le contrat de partenariat entre Comessi et ses clients est sous-tendu par l'action de l'État, premier bailleur de fonds de la microfinance au Cameroun. La microfinance, qui emploie directement près de 10 000 Camerounais, encadre financièrement plus d'1 500 000 citoyens, gère les salaires du secteur public et du secteur privé, ainsi que les pensions des retraités à la CNPS et contribue fortement à la consommation des ménages. Toute chose rendue possible grâce à l'œuvre du président de la République, grand artisan de paix et de cohésion sociale au Cameroun. L'une des plus grandes forces de la microfinance, c'est le soutien indéfectible du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, qui est d'ailleurs à l'origine de la création de la microfinance au Cameroun et qui ne ménage aucun effort pour soutenir le développement de l'économie du Cameroun. Nous travaillons dans un contexte de paix et de cohésion sociale, conditions sans lesquelles aucune activité économique ne peut être menée. Cela, nous le devons encore au président Paul Biya, parce qu'il a su maintenir la paix dans ce pays. Ensuite, maintenant, l'une des forces, toujours de la microfinance, c'est encore une fois de plus l'État camerounais, qui à travers le virement des salaires dans les microfinances, à travers les domiciliations des pensions des retraités CNPS dans la microfinance, font de cette profession celle qui aujourd'hui permet à notre économie de pouvoir se développer à la base. Pour l'année 2014, la compagnie équatoriale pour l'épargne et le crédit d'investissement, Comessi, et sa clientèle sont main dans la main pour un contrat de performance. Tout ceci dans une ambiance bien chaude. Eh bien, je vous donne rendez-vous dans quelques secondes seulement et nous allons parler de la situation en République centrafricaine. Pour en parler, Steve Tangoa est notre invité. Bonsoir. Bonsoir Pascal. Et vous êtes homme politique, en même temps coordonnateur d'une association pour la justice en RCA. Absolument, c'est l'association pour la justice, la vérité et la réparation qui a pour mission aujourd'hui de traquer tous les criminels Séléka et leurs suppôts et de les traduire en justice. Alors, il faut également noter que vous êtes exilé volontaire, c'est ça? Écoutez, oui, exilé volontaire, je suis haut fonctionnaire, je travaille au cabinet du Premier ministre depuis 2007 et j'ai donc volontairement choisi de ne pas m'associer à la mascarade de la gestion du pouvoir Séléka depuis avril 2013. J'ai séjourné en France et je suis au Cameroun depuis fin décembre 2013. Alors, quelles sont les nouvelles qui vous parviennent de la RCA depuis l'élection de la présidente Catherine Samba-Panza, la nomination d'un Premier ministre? Est-ce que ce sont des nouvelles guerres? Écoutez, les deux premières, effectivement, telles que vous le citez, initialement étaient de bonnes nouvelles, même si elles n'entraient pas, je dirais, de manière catégorique dans le schéma que les mouvements de résistance avaient tracé. Mais l'élection de Mme Catherine Samba-Panza, la désignation de M. Nzapa Eke au poste de Premier ministre, répondait, je dirais, à une dynamique d'apaisement. Or, aujourd'hui, il se trouve que le gouvernement vient de tomber
Et je pense que les forces de résistance vont très rapidement devoir se réunir pour essayer d'adopter une déclaration commune face à la mise en place de ce gouvernement. Alors, vous semblez donc peut-être dire que la situation locale, le calme n'est toujours pas revenu en République centrafricaine. Alors, qu'est-ce qui fait véritablement problème? Est-ce que vous avez des contacts directs là-bas? Les ex-rebelles de la Séléka, les anti-Balaka n'ont pas déposé leurs armes? Écoutez, manifestement, les informations qui nous reviennent, je vous répondrai effectivement que très peu, en tout cas, ont déposé les armes. Les ex-Séléka, au contraire, d'après les informations que nous avons, enfin on dit ex-Séléka, mais bref, peu importe, continuent de se surarmer. Il y a des quartiers aujourd'hui à Bangui qui sont devenus de véritables bastions, où les entrées sont filtrées comme à une époque, je dirais, ancestrale. Et bien sûr, quelques éléments anti-Balaka qui ont refusé le message de l'appel au cessez-le-feu que nous avons lancé initialement pour offrir une chance à la paix. Aujourd'hui, il se trouve que le gouvernement n'a pas encore pris les mesures assez fortes pour ramener le calme et la paix. Voilà, parlons justement de ce gouvernement qui est tombé il y a quelques instants seulement, un gouvernement de 20 membres. Alors, si on pouvait avoir une idée, puisque la présidente Catherine Samba-Panza parlait d'un gouvernement beaucoup plus de technocrates et même qu'elle tiendra compte de l'équilibre, est-ce que vous avez l'impression que c'est un gouvernement qui sied à ces différentes attentes? Écoutez, c'était quand j'étais en voiture en train de venir dans vos locaux que j'ai eu l'information de la mise en place de ce gouvernement. Il faut être honnête, il y a quelques personnalités qui ont une compétence reconnue, une compétence éprouvée. Il y a un très bon dosage, je dirais, du genre, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a 7 femmes dont la quasi-totalité sont nouvelles, à l'exception de Mme Koyara, qui font leur entrée au gouvernement. Mais aujourd'hui, je pense ce sur quoi il faudrait que les forces de résistance se réunissent le plus rapidement possible, sans délai, c'est la présence d'éléments Séléka qui, pour nous, peut constituer un casus belli. Alors aujourd'hui, absolument, la présence d'éléments d'ex-ministres étiquetés Séléka aujourd'hui, c'est demander à ce peuple qui a tant souffert depuis un an d'accepter encore de continuer à avoir leur bourreau, les narguer. Est-ce qu'il existe véritablement un problème interreligieux en République centrafricaine, puisqu'on a souvent fait savoir qu'il existait une certaine animosité entre chrétiens et musulmans? Une animosité, oui, mais problème interreligieux, non. Parce que je pense qu'il faut essayer d'analyser ce problème assez froidement. Il n'y a pas de problème interreligieux. Aujourd'hui, la folie meurtrière de la Séléka a entraîné le pays dans un cycle de vengeance sans précédent. Et ça, pendant qu'il y a 9 mois, nous étions en train d'attirer l'attention sur cela. Que le niveau de barbarie avait atteint, comme ce que dit... Alors, comment appréciez-vous l'intervention de la communauté internationale, dans son implication dans la gestion de cette crise en République centrafricaine? Écoutez, aujourd'hui, moi j'ai plutôt l'impression que la présence de la communauté internationale n'arrive pas vraiment à stabiliser le pays. On est à Bangui, une ville d'à peine, je dirais, 1 million d'habitants. Il y a 6 000 hommes armés, équipés avec tous les moyens technologiques qu'il faut. Et les tueries depuis le 5 décembre prennent encore plus d'ampleur. Ça veut dire qu'il y a un problème de coordination, il y a un problème d'opérationnalisation même de la mission de stabilisation. Comment comprendre qu'il y ait autant d'éléments armés, par définition neutres, la France, le Rwanda, le Burundi et autres, et que les tueries soient à ce niveau-là? Il y a des questions à se poser. Il y a ce n'est pas une question de mauvaise ou de bonne volonté, mais c'est une question d'opérationnalisation, je pense. Et croyez-vous certainement aux chances du retour à la paix, croyez-vous à ce que la Catherine Samba-Panza puisse véritablement représenter cet espoir? Nous n'avons pas le choix que de revenir à la paix. Nous n'avons absolument pas le choix dans ce pays-là. C'est pourquoi les forces de résistance...